Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence à cette intervention qui a donc pour titre, pour objet, l'arabe coranique, ou une question: qu'est-ce que l'arabe coranique? Donc notre intervention se propose d'étudier la question de l'identité linguistique du Coran. Tout le monde sait bien que dans son autoréférentialité, c'est-à-dire quand le Coran se désigne, le Coran se dit à plusieurs fois être une révélation en arabe clair. Bilisanin arabiyyin mubin. Ceci étant, la réalité linguistique de la péninsule arabique, Jaziratul Arab, contemporaine de la révélation, soulève un certain nombre de questions. Donc, quand nous parlons d'arabe coranique ou de koiné coranique, celle-ci est définie par rapport à quoi? C'est ça la question fondamentale. Donc, est-ce qu'elle se rapporte à la poésie anté-islamique, ou bien à la variété dialectale des Arabes, ou un dialecte en particulier tel que celui de Quraysh? Donc si nous parlons d'arabe coranique, est-ce que ça veut dire qu'il a existé alors un autre arabe? C'est ça la question. D'autant plus que dans la tradition orientaliste, il existe l'idée d'une origine syro-araméenne du Coran, qui a été soutenue notamment par Christophe Luxemburg. Donc le fondement linguistique originel du Coran serait, selon cette thèse hypercritique, le syriaque, l'araméen. Et que ceci nous amène à poser les questions suivantes. Dans quelle mesure peut-on parler de l'emprunt lexical de l'arabe et ou du Coran? C'est-à-dire, est-ce que le Coran a emprunté je dirais, son lexique, son vocabulaire d'autres langues, telles que le syriaque ou l'araméen ou l'hébreu, peu importe. Donc l'enjeu est de taille, puisqu'il s'agirait de dire que le Coran ne serait originellement pas arabe, ou que sa forme aboutie est le fruit d'un long processus de rédaction jusqu'à sa forme telle que nous la connaissons. Donc telle est d'ailleurs la thèse soutenue par l'opinion de John Wansbrough. Autre question fondamentale que notre intervention va essayer de soulever: est-ce que l'appartenance tribale quraishite du prophète induit-elle que le Coran a été révélé dans le dialecte de cette tribu? Est-ce que le Coran a retenu spécifiquement le dialecte de Quraysh? Sur quel fondement repose cette critériologie de l'éloquence, donc cette idée d'élever en degré l'éloquence des Arabes, formulée par les philologues l'Urawiyoun, arabe classique? Enfin, une autre question qui soulève cette thématique: comment concilier la clarté du langage coranique et la variété dialectale? Donc, afin de répondre à cette série de questions, donc on a élaboré un plan. Donc, premièrement, nous allons établir ou parler du contexte sociologique et anthropologique, socio-anthropologique et linguistique de la péninsule arabique. Donc, si vous voyez PA, c'est péninsule arabique. Secondement, nous allons aborder la thématique en elle-même, c'est-à-dire l'identité linguistique du Coran, là où l'on va évoquer la position des savants classiques, pour ensuite évoquer les diverses positions qui existent dans la tradition orientaliste, donc occidentale, pour ensuite évoquer la position des linguistes arabes modernes, pour ensuite, troisième partie, évoquer le concept de la grammatisation et le rapport qu'entretient ce processus de la grammatisation qui a eu lieu dans l'histoire de la civilisation musulmane avec le Coran, donc avec les sciences islamiques plus généralement. Donc le rapport qu'entretient cette grammatisation avec les méthodes exégétiques notamment. Et quatrièmement, nous proposons de terminer cette intervention par
disons, l'étude ou la présentation de la théorie de l'hyperlangue, qui est une théorie assez intéressante puisqu'elle permettrait de comprendre, disons, comment se fait-il qu'il existe une langue et une variété dialectale qui n'empêche néanmoins pas les Arabes de se comprendre. Donc, malgré, entre guillemets, une grammaire différente, malgré des prononciations différentes, malgré un lexique parfois différent. Bon, ce sera succinct mais nécessaire, le contexte sociologique, sociolinguistique de la PA. Donc, oui, donc là, il faut d'emblée évoquer l'idée que la question traitant de l'émergence historique de l'arabe reste relativement obscure, et elle reste relativement obscure, je dis bien relativement, parce que les Arabes étaient un peuple évoluant dans le paradigme de l'oralité. Donc, vous voyez bien le problème de l'historicité de la langue arabe. Elle tient en ceci que on n'a pas accès, je dirais, on a toujours une barrière dans le temps où on n'accède pas, faute de sources écrites, hein, donc des sources épigraphiques notamment. Bien qu'en réalité les recherches évoluent constamment, il y a de l'évolution, on arrive petit à petit à accéder à des pans de l'histoire de l'arabe ou des langues sémitiques ou de l'histoire de l'écriture arabe, comme dernièrement, mais disons que la difficulté épistémologique tient en ceci que les Arabes étaient un peuple de tradition orale. Mais disons tout de suite que paradigme de l'oralité ne signifie pas absence ou marginalité de l'écriture. D'ailleurs, on pourrait proposer une critique, encore une fois succincte, de cette marginalisation de l'écriture. Était-elle si marginale que cela, disons, dans la période anté-islamique ou dans la période contemporaine du prophète? Est-ce que les Arabes écrivaient si peu que cela? En sachant que nous avons maintenant des milliers de manuscrits ou de sources, je dirais, épigraphiques sur des rochers, qui sont beaucoup d'entre elles encore au stade de l'analyse. Donc on voit bien que des milliers d'inscriptions, ce n'est pas si marginal que cela. Et d'autre part, en ce qui concerne la période contemporaine de la Révélation, le Coran semble indiquer à plusieurs reprises que l'écriture était une réalité sociologique chez les Arabes, notamment le nombre de fois où le mot kitab ou le mot qalam ou même des statuts légaux juridiques qui semblent évoquer l'idée que les Arabes n'étaient peut-être pas si éloignés, hein, dans leur globalité de la pratique de l'écriture, comme le verset ici suivant au sujet de la contraction d'une dette. Vous voyez bien que la règle générale est d'écrire, hein, donc ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuh. Donc vous voyez bien, il y a la notion d'écriture. Alors donc, ceci étant, donc, on pourrait déjà poser la question, est-ce que les Arabes étaient un peuple certes de tradition orale dans le paradigme, mais avec la pratique de l'écriture qui existait. Or, qui plus est, les récentes découvertes de sources épigraphiques remontant au califat de Omar ou même de Othman font état de la présence de points diacritiques sur certaines lettres, alors qu'on rapportait dans la tradition que c'est plutôt Abul Aswad ad-Du'ali qui aurait instauré ces points diacritiques. On sait aujourd'hui que si Abul Aswad ad-Du'ali a instauré quelque chose, c'est plutôt une réforme de cette écriture-là, une réforme du système des points. Et vous voyez bien ici donc, deux manuscrits importants, dont les références sont donc indiquées. Vous voyez bien, il y a des points sur certaines lettres. Ici, c'est encore plus visible. Alors, ça c'est très important, puisque ça tend à démontrer que l'écriture arabe, premièrement, n'était pas aussi archaïque, contrairement à ce que l'on rapporte dans la tradition classique, mais tend, dans l'autre sens, à affaiblir la thèse selon laquelle l'écriture arabe, les divergences de lecture du Coran, provient du caractère primitif et défectueux de la langue de l'écriture arabe. Donc, ces découvertes, elles tendent également à affaiblir les thèses les plus hypercritiques dans l'histoire du Coran, ou même de l'islam. Quoi qu'il en soit, donc,
certes, l'avènement de l'islam a participé à l'avènement d'une tradition écrite sans précédent. On n'est pas là ici pour le contester. Les diverses disciplines de la linguistique arabe, les réformes orthographiques se sont développées dans cet objectif exégétique, c'est-à-dire la compréhension du Coran, des sources scripturaires. Donc ça, c'était grosso modo ce qu'on pourrait dire concernant le contexte socio-anthropolique de la péninsule arabique. Rappelons toujours, n'oublions pas que la péninsule arabique est, disons, un contexte tribal, paradigme de la tribalité, puisqu'on recense une quarantaine de tribus au moins donc dans la péninsule arabique, et on la divise traditionnellement en deux. Donc on n'est pas là pour faire la critique de cette subdivision, mais elle est, disons, évoquée, elle est connue. Donc al-Arabul Musta'riba, c'est-à-dire des arabes arabisés, si j'oserais traduire ainsi, qu'on dit descendants d'Ismaïl par Adnan, donc on parle des Adnanites notamment, et l'Arabul Hariba, qui serait, disons, selon certains, les arabes originels, arabes purs, qui descendraient d'un certain Ibn Qahtan. Donc, je ne rentre pas dans les détails de cette thématique-là, mais il y aurait donc des arabes pure souche, des arabes arabisés par le temps. Le paradigme de la poésie. Oui, la péninsule arabique est dans le paradigme de la poésie. La poésie est une pratique très importante. Elle régit même les rapports sociaux, en ceci même que parfois, dans la période anté-islamique, c'est à coup de poésie qu'on règle des conflits, parfois même des batailles. Donc la poésie est omniprésente et on a géographiquement donc une présence de plusieurs carrefours commerciaux et littéraires. Mecca, Hira durant la période des Hassanides, Ukad, Oman, il y en a plusieurs, hein. Bon, il y en a plus que ça même, hein, que celles que j'ai citées. Et les Arabes se rencontraient, donc il y avait une rencontre des Arabes, des différentes tribus dans ces marchés. Donc les Arabes des différentes tribus se rencontraient dans ces marchés littéraires. Et on présuppose la pratique d'une koiné, c'est-à-dire une lingua franca ou une koiné ou une fusha, donc qui relie tous les Arabes, malgré la variété dialectale. Retenons ceci, qu'il y a une omniprésence de la poésie. Donc la configuration linguistique de la PA est la suivante. Il y avait une unicité linguistique, donc il y a une même langue, l'existence d'une koiné ou une lingua franca, une fusha lors de ces rencontres, ça c'est ce que je viens de dire. Et chaque tribu avait son propre parler, l'oura. Donc on parlait d'ailleurs de l'ourat Quraysh, l'ourat Tamim, l'ourat Asad, l'ourat Hudayb, etc. Donc le mot l'oura ne signifiait pas langue au sens le plus usuel du terme actuellement. On parlait plutôt de lisan al-arab, lisan al-arabi. Alors, il y a un glissement sémantique qui a lieu, donc c'est une réalité dans les langues que les termes peuvent parfois prendre un sens par extension, parfois par restriction, mais on parlait donc le dialecte en fait, on disait l'oura. C'est après qu'on a parlé de lahja. Alors c'est quoi l'oura, c'est quoi lahja, c'est quoi une langue, c'est quoi un dialecte? Donc la langue c'est ce qui relie ce par quoi se comprennent les gens de manière générale. Le dialecte c'est, disons, une variation phonétique, le plus généralement. Pour reprendre ici une définition très succincte de Mazin Moubarak, linguiste syrien, si je ne m'abuse. L'arabe, ça va nous permettre d'aborder cette question de l'origine syro-araméenne. L'arabe et les langues kamito-sémitiques. Donc l'arabe ferait partie, disons, d'une famille, donc l'ouratus samiya, ou alors les langues kamito-sémitiques. Mais disons d'emblée que sémite est un mot conventionnel. C'est pas un mot, en tout cas, on
On n'est pas les seuls à le dire, il y a beaucoup de personnes, déjà même Ernest Renan à l'époque, qui reconnaît l'usage conventionnel de ce mot. Disons, elle n'a pas un fondement scientifique. D'ailleurs, cette terminologie, elle est revue par certains linguistes, dont un que nous avons invité à l'Académie, Abdelrahman Sulayman, qui parle plutôt d'al-Lurat al-Jaziriya, donc les langues péninsulaires, les langues de la péninsule arabique. Taha Baqir, disons un archéologue irakien, entre autres, historien me semble-t-il aussi, il récuse ce terme d'origine biblique. Donc il parle plutôt de peuples arabes anciens pour parler des premières populations qu'on dit sémites, donc les premiers peuples de la péninsule arabique. Aqwam al-Arabiyya al-Qadima. En ceci que l'hypothèse soutenue notamment par Renan ou Brockelmann ou d'autres serait que la péninsule arabique c'est le berceau géographique de ces proto-sémites. Bien que ce n'est pas la seule opinion, mais imaginons que ce soit celle-ci, donc on parlerait de peuples arabes anciens. Alors quelle est l'utilité de cette question des langues sémitiques dans cette intervention? C'est la question de l'emprunt lexical de l'arabe et ou du Coran. On soutient une origine syro-araméenne du Coran. Donc c'est notamment Luxembourg, pas uniquement. Bien qu'en réalité, des découvertes épigraphiques font état de la présence de mots sur des rochers. Les mots salat, zakat sont donc inscrits sur des rochers et on fait dater cela à plus ou moins 400 après Jésus-Christ. 2 siècles avant la révélation environ. Ceci amènerait à dire que ce n'est pas l'arabe qui a fait cet emprunt, si tant est bien qu'il y a eu un emprunt au syriaque ou à l'araméen, mais c'est l'arabe lui-même qui a fait cet emprunt. Ce sont les arabes, pas le Coran. Ces mots étaient déjà connus des arabes. D'ailleurs, on le voit toujours comme un postulat que c'est, disons, l'arabe qui a emprunté du syriaque. Hein. Et pourquoi ne pourrait-on pas imaginer le contraire, que c'est pas plutôt le syriaque, l'araméen qui a emprunté de l'arabe? C'est ça la question. On voit toujours cela comme un postulat pour soutenir en fait une idéologie, ou en tout cas une thèse qui a un fondement idéologique, que le Coran est de source chrétienne, de source syro-araméenne. Donc vous voyez bien l'enjeu est de taille. D'autant que la question de l'arabisation est connue dans la tradition classique, on appelle ça mu'arrab, donc l'arabisation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un mot arabe? Est-ce qu'il y a des mots arabes, des mots non arabes dans le Coran? Oui, donc cette question-là, elle existe. Donc, ou bien radicalement, on va dire qu'il n'y a pas de mots non arabes dans le Coran, puisque le Coran il se dit en arabe clair, ou bien on va dire oui, il y a des mots qui sont d'origine arabe, mais ils ont été intégrés à la langue arabe. Ils ont été intégrés au lexique, à la morphologie, à la phonétique arabe. On ne peut pas dire que tilfez n'est pas un mot arabe aujourd'hui. Tilfez, il a été arabisé de télévision. On ne peut pas dire que ce n'est pas un mot arabe, tilfez est un mot arabe. Il est certes d'une origine peut-être non arabe, certes, mais à partir du moment où on prend le prisme d'une pragmatique linguistique, ces mots sont arabisés, ils sont parlés par les Arabes, ils sont compris des Arabes. Donc par conséquent, ce sont des mots qui font partie maintenant du lexique arabe. Mais comme je vous l'ai dit, rien n'empêche d'imaginer l'inverse, d'autant plus que c'est là maintenant une question centrale. Il y a davantage d'arguments, la thèse la plus solide est de dire que s'il y a une langue proto-sémitique, il s'agirait davantage de dire que l'arabe en a les traits que les autres langues. D'ailleurs, on va passer les arguments ici, c'est qu'au niveau phonétique, l'arabe a conservé le plus de consonnes par rapport aux autres langues sémitiques. 28 ou 29. Au niveau morphologique, elle a gardé cette homogénéité de la racine trilitère. Au niveau syntaxique, elle a gardé la déclinaison, la fonction désignentielle. Al-i'rab. Donc pour cette série de chercheurs qui soutiennent l'antériorité de l'arabe, l'i'rab est une marque d'archaïsme, une preuve de son ancienneté. Tandis qu'au niveau lexical, elle a un fond lexical sémitique plus important que les autres langues sémitiques actuelles.
argument géographique, les autres langues séphiques de la péninsule arabique, plus tôt que la langue arabe. L'arabe, elle a quitté son berceau géographique avec l'islam beaucoup plus tardivement, qui aurait conservé les traits de cet archaïsme proto-sémitique. Vous voyez, l'argument même géographique peut être invoqué. Position de Théodore Noldeke et Karl Brockelmann chez les orientalistes, que si on essaye de reconstituer hypothétiquement une proto-sémitique, on tombe du côté plutôt de l'arabe. Bon, d'autre part, ça je ne l'ai pas mis dans mon slide, mais la classification des langues selon le modèle généalogique, sous forme d'arborescence, elle ne fait pas l'unanimité. Notamment Garbini conteste cette arborescence des familles des langues sémitiques. Parce qu'on a apposé le modèle de classification des langues indo-européennes au modèle des langues de toutes les autres langues. En fait, on a cherché, selon le paradigme des sciences naturelles, à classer les langues en familles, comme on le fait en botanique, en classant les animaux ou les plantes. Vous voyez ? Donc c'est toujours la question du paradigme, au sens de Thomas Kuhn, est à retenir. Et quand on parle de Koiné ou de Fusha, on fait référence à la langue arabe que nous connaissons aujourd'hui. Elle a été systématisée, elle a été fixée par les grammairiens arabes et lexicographes au IVe siècle de l'Hégire. Aux sources de cette Fusha, on a la poésie anté-islamique, on a le Coran, bien entendu, le parler des Bédouins. Alors là, on va parler après de cette critériologie de l'éloquence. Quels Bédouins? Quels Arabes? Quel parler, quel dialecte a-t-on retenu dans l'histoire? Mais les Bédouins. Et la tradition prophétique, bien qu'on diverge chez les spécialistes pour prendre en considération cette dernière source. Les deux premières sources, elles vont bénéficier de deux modes de transmission. Donc il y a une transmission orale, donc on rappelle que l'oralité c'était le paradigme de l'époque, et une transmission écrite. Donc ces sources, elles ont été secondement fixées par l'écriture, ou simultanément, ça dépend. Il s'agit, donc on doit s'arrêter un peu ici pour parler de la relation entre langue, écriture et culture. Donc quand on argue le fait que l'écriture arabe était défectueuse ou primitive au moment de la révélation, jusqu'à cette réforme orthographique opérée par El-Khalil, on peut dire que même cet argument-là ne peut pas exactement tenir, parce que l'écriture arabe était primitive, mais elle était primitive par rapport à qui? Certainement pas pour les Arabes, qui eux étaient dans leur contexte socio-culturel, socio-linguistique, géographique, avec des us et coutumes qu'ils partagent. C'est-à-dire que l'absence même de harakat ou de nuqat, faisant partie de cette formalisation de l'écriture, ne posait pas un problème pour les Arabes. Au contraire, ces réformes orthographiques ont davantage été opérées lorsque les notables non-arabes, les mawali, les non-arabes, sont entrés en islam ou entretenaient des relations diplomatiques avec les Arabes. Donc c'est-à-dire que même l'argument du caractère primitif défectueux de la langue arabe, me semble-t-il, est à mettre entre parenthèses. Donc voilà, ceci étant dit, on a donc posé le cadre sociolinguistique de la péninsule arabique. Donc paradigme de l'oralité, paradigme de la tribalité, existence d'une fusha, d'une koiné, existence d'une variété dialectale.